Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Imaginez-vous avoir pour travail de déplacer des dizaines de billots de bois le long d'une rivière sinueuse où se côtoient les rapides, les roches et les torrents. On est à une ère où les bottes imperméables n'existent pas, ni les tissus en Gore-Tex, et où les accidents de travail ne laissent place à aucun recours. Le métier de draveur n'était pas de tout repos, et la plupart préféraient bûcher du bois dans la forêt plutôt que de se rendre à la rive pour acheminer les billots vers les papetières. Pour nous parler de ce métier disparu, j'ai discuté avec Raymonde Beaudoin, écrivaine d'un livre intitulé « Il était une fois des draveurs », récemment paru aux éditions du Septentrion. Madame Beaudoin, qui était autrefois enseignante, a aussi fait paraître d'autres livres, notamment La vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitoune et Recettes de chantier et miettes d'histoire. Bonne écoute. Bonjour, Madame Raymonde Beaudoin et bienvenue au Parloir. Bonjour, merci de l'invitation. Vous avez écrit un livre complet sur le métier de draveur. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, si je ne me trompe. Et c'est pas tout le monde qui comprend exactement ce que ça signifie être draveur. Je crois que les gens savent ce qu'est un bûcheron, mais pouvez-vous peut-être commencer par faire la distinction entre un draveur et un bûcheron? C'est deux métiers très différents. Les bûcherons abattaient les arbres. Il y a des bûcherons depuis très longtemps au Québec et partout dans le monde. On abattait des arbres pour chauffer les maisons, pour les moulins à scie, pour le bois d'œuvre, pour la construction ou pour les papetières. Il s'agit d'abattre en pleine forêt des arbres, ensuite de les couper, soit en bio, en tronçons, de les corder et ensuite de les transporter près d'un chemin où des camions viennent les chercher ou anciennement près d'un cours d'eau ou sur un lac où on pouvait à ce moment-là faire la drave rendue au printemps. Tandis que les draveurs, ce sont d'autres, la plupart des bûcherons ne dravaient pas. C'était deux équipes d'hommes différents. Quelques-uns faisaient les deux. Les draveurs, ce sont ceux qui partaient avec les pitounes, mettons, qui sont des billes de 4 pieds sur le lac, dès que ça fondait, s'arrangeaient pour que ça passe dans les barrages, puis descendre jusqu'aux papetières. Donc, les draveurs, ce sont ceux qui acheminaient le bois qui flottait librement sur l'eau tant qu'il n'était pas coincé. Ceux qui coupaient les arbres dans la forêt, c'était des bûcherons. Les bûcherons travaillaient habituellement en équipe dans des chantiers, puis abattaient des arbres du mois de septembre jusqu'au temps des fêtes. Ensuite, en janvier, février, on transportait le bois qui avait été coupé jusqu'à l'eau pour le faire flotter. OK. Et quels étaient les arbres qui étaient les plus exploités dans les forêts québécoises par les papetières? Bon, les papetières, c'est un procédé qui avait permis d'obtenir du papier à partir de résineux, de bois mou. Ça a été découvert à la fin, vers autour de 1871. Les premières usines étaient dans la région de Valleyfield. Puis ensuite, plusieurs compagnies, vers 1910, se sont installées dans la région de Trois-Rivières parce qu'elles avaient besoin de résineux, ce qui inclut le sapin, l'épinette en majorité, et qu'on retrouve dans la forêt boréale. Partout en Mauricie, dans la Naudière, on trouve des résineux. On exclut les pins parce que les pins calaient à l'eau chaude. Ils n'auraient pas pu être flottés longtemps. Donc, on gardait le pin surtout pour le bois d'œuvre, pour l'ébénisterie, mais les papetières voulaient sapin et épinette. OK, donc vous avez mentionné la forêt boréale. Donc ça, c'est une forêt
qui ne pardonne pas, j'imagine. C'est un peu plus difficile de s'aventurer dans ces lieux-là. Est-ce qu'il y avait des dangers qui venaient avec le métier de draveur? Avec le métier de draveur, les dangers, c'était moins la forêt, c'était l'eau elle-même. Premièrement, c'était à l'eau froide. Surtout avant la construction des grands barrages ou sur les petites rivières ou quand il s'agissait de transporter du bois d'un lac à l'autre, il fallait profiter de la crue printanière, de la fonte des neiges. Donc, toutes les montagnes, la neige fond, ce qui gonfle parfois de plusieurs mètres le débit des ruisseaux qui deviennent des rivières et les rivières qui deviennent des monstres avec des rapides. Donc, le draveur qui tombait à l'eau froide avait très peu de chances de survie. Un, parce qu'il était assommé par les arbres à cause du fort débit, à cause du courant. Et puis, il était gelé. Il y avait quelques minutes de survie, pas plus. Et est-ce que c'était fréquent, les décès? Est-ce que vous avez un nombre par année à nous donner? Avant la construction des grands barrages, je dis toujours avant les barrages, puis après, parce que c'est vers les années 30 que la drave a vraiment changé de visage. Avant 1930, on dravait surtout des billots, des longues pièces, des billes de bois de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de long, ce qui faisait beaucoup d'embâcles que les hommes appelaient ici dans le métier, dans le jargon du métier, des jams. Donc, après l'adoption de la pitoune à la fin des années 30, c'est des billes de 4 pieds. Donc, le bois flottait beaucoup plus facilement jusqu'aux usines à papier. Donc, une pitoune, c'est plus court qu'un billot de bois? Oui, une pitoune, OK. ça a à peu près un petit peu plus qu'un mètre de long. OK. D'accord. Donc, c'était moins dangereux avec les pitounes. Oui, OK. c'était un peu moins dangereux. Et puis, les accidents, la quantité, ça dépend des rivières aussi. Quand on parle de drave locale, les accidents graves étaient plus rares parce que le débit étant moins grand, la durée de la drave aussi pouvait être à peu près comme 2-3 semaines. Tandis que quand on parle de drave sur la rivière Matawan, qui pouvait avoir 100 000 billots à transporter, minimum, peut-être plus, et puis qu'il y a une trentaine de rapides importants avant de se rendre à la rivière Saint-Maurice, ben, les morts c'était effrayant. Il y avait des croix un peu partout et on parle peut-être de dizaines ou d'abandon. Il y avait aussi des accidents sans toujours mourir. Il y avait des accidents, puis il y avait de nombreux abandons. Monsieur Lépine dit qu'il partait, puis il n'y avait pas la moitié des hommes qui se rendaient au Saint-Maurice. Donc, il laissait les billots de bois dans la rivière et quittait le lieu. Ben, les autres, ceux qui restaient, s'arrangeaient pour que les billots se rendent jusqu'à la fin, là, jusqu'au Saint-Maurice. Parce que c'était trop dangereux, finalement, pour Oui. certains. Oui. Ben, quand ils voyaient, rendus à certains rapides, là, qu'ils voyaient des croix de 2-3 personnes qu'ils connaissaient ou encore qu'un gars disparaissait dans un remous puis qu'ils ne le retrouvaient pas, là, ils arrêtaient la drave tant que le gars n'avait pas été retrouvé. Mais des fois, ils ne le retrouvaient même pas, là. C'est sûr que si le métier de draveur existait aujourd'hui, ces gens-là porteraient sûrement des casques et des vestes de sauvetage, mais dans ce temps-là, c'était pas le cas, c'est ça? Oui, mais même avec une veste et un casque de sauvetage, quand on est dans un embarque et que l'embarque cède, je pense pas que le gars pourrait survivre. Les gars devaient faire très, très attention. Le métier de draveur, on parle d'un métier de draveur qui est différent de celui des bûcherons parce que les connaissances ne sont pas les mêmes. Il y avait des maîtres draveurs, des gougers à Saint-Michel-des-Saints, et eux donnaient les informations d'une année à l'autre concernant tel ou tel rapide. Donc, les gars devaient être, premièrement, toujours à l'écoute, être alertes. Et puis,
Toujours se dire que leur vie en dépendait. Mon père qui a fait la drave, par exemple, au début, il est maladroit, puis il sait qu'il doit se fier aux anciens, mais même à ça, il l'oublie. Puis un matin, avec sa gaffe, les draveurs, ils travaillaient toujours avec une longue perche de bois de 3 ou 4 mètres de long, munie de 2 pics à la fin. Une pique plus arrondie pour tirer les pitounes vers eux et l'autre plus droite pour les repousser. Donc, papa voit dans le bord de la rivière ce qu'il croit être de la glace entre deux entre deux pitounes. Et là, avec sa gaffe, il s'élance puis il fonce dans la glace. Mais c'était pas de la glace, c'était de l'écume due au courant d'eau. Et là, il est tombé à l'eau, mais là, il y a un monsieur Bazenet qui l'avait à l'œil. Il savait que papa était là pour la première année, il avait 20 ans. Tout de suite, dès qu'il est arrivé à l'eau, monsieur Bazenet, il a pris sa gaffe à lui, attrape le jeune, puis il l'a sorti de l'eau. Donc, mon père s'est juste saucé, un aller-retour dans le bord de l'eau. Mais ça n'est un des dangers. Il pouvait avoir des accidents dus au manque de connaissances. Des imprudences, c'était rare. C'était très rare, c'était pas bien vu. C'était pas une place pour jouer au fanfaron. Et c'était pas non plus, comme le monde le pense, un endroit où les gars descendaient une rivière sur un bio ou sur une pitoune. Ça, je vous dirais, c'est l'image folklorique du draveur. OK. Et vous avez parlé d'un jam précédemment. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est? Un jam, c'est un embâcle dû au bois. Les jams étaient fréquents. Imaginez-vous, là, des milliers de longs billots qui descendent sur une rivière qui déborde au printemps. Donc, au premier rapide, soit dû à une dénivellation du terrain, une petite chute, ou encore dans des détours. On avait beau, à l'automne, préparer la rivière pour faciliter le passage des billots dans certains détours en faisant comme des murets pour garder les billots dans le courant. Mais là, les billots s'accumulaient, s'entassaient soit au milieu, on pouvait avoir au milieu d'une rivière à un moment donné un gros tas de billots. Et là, ben, c'était le métier des draveurs. Leur fonction première, c'était d'empêcher, de prévenir les jams. Mais c'était parfois impossible à cause de la rivière. Donc là, il fallait qu'ils aillent défaire la jam. La première chose, ils partaient avec des gros bateaux, des grosses barges de drave, puis ils s'en allaient à côté avec les gaffes, puis là, ils essayaient de pousser les billots pour déprendre la jam. Mais ça ne se faisait pas toujours. Des fois, il fallait qu'ils montent dessus. Et là, c'était beaucoup de précautions. Quand ils montaient sur la jam, ils essayaient, et là, M. Salomon Lépine disait, fallait trouver la clé. Mais quand il dit on avait trouvé la clé, des fois il s'agissait d'un ou deux billots coincés sur une roche. Là, il dit on défaisait, on poussait la clé. Puis quand la jam était prête à céder, il dit on l'entendait souffler. C'était tellement cute quand il me racontait ça. Il dit on l'entendait souffler. Il fallait faire attention. Puis là, on disait au bord, vite tout le monde. Et tout le monde devait fuir le plus rapidement possible. Il y avait quelques secondes avant que l'embarque cède au complet et que les billots reprennent le courant. Il y avait des jams qui pouvaient être dus aussi, parce qu'au printemps, à l'eau, ça arrivait qu'un arbre tombe à la rivière. Ça, on avait beau nettoyer les rives à l'automne, mais pendant l'hiver, il pouvait avoir eu un verglas et un arbre pouvait, par exemple, être tombé dans la rivière et provoquer un embâcle terrible. Quand l'embâcle était au bord, sur le côté de la rive, bien là, c'était plus facile pour eux de monter dessus de façon sécuritaire et de revenir rapidement. Puis quand les jams étaient trop, c'était impossible de défaire un gros jam avec des centaines de billots entremêlés, bien là, ils utilisaient de la dynamite. Puis encore là, aucune formation comme dynamiteur. Le bout de feu, là, c'était pas un métier dans ce temps-là. C'était une entrevue de 10 minutes, suffisait à déterminer qui du groupe allait poser la dynamite. Et on mettait des charges de dynamite pour que les billots partent. Mais dans les billots, la dynamite brisait beaucoup les billots. Ça provoquait énormément de pertes.
Ça aussi, c'est pas juste les barrages qui ont fait qu'on est passé du bio à la pitoune d'un mètre et quelques centimètres. C'est qu'il y avait trop de pertes sur les rivières. Les bio, en se cassant, ça faisait beaucoup d'embarques, puis il y avait de la perte. Le bois arrivait aux papetières, puis il en restait trop dans le fond de la rivière. Il y avait moins de pertes avec la pitoune. Et ces papetières-là étaient situées où? À la fin de la rivière, mais où exactement? Dans la région de Trois-Rivières. OK. Entre Trois-Rivières et Shawinigan, là, il pouvait y avoir une dizaine de papetières qui étaient installées en Mauricie parce qu'on savait que que les épinettes étaient grosses, riches. Il y avait un William Wright qui a déjà dit de la région de la Nodière, dans les années 1840 à peu près, il faisait l'inventaire des forêts et il avait écrit que dans la Nodière, on trouvait des épinettes de fortes pousses, il y en avait beaucoup et de forte taille, en grande quantité, puis gros, là, des troncs mais il dit, il n'y a rien à faire avec ça parce que les Britanniques cherchaient, eux, des chênes et des pins à ce moment-là pour la flotte anglaise, la flotte britannique. Donc, il y avait beaucoup d'épinettes. C'est certain que dans les villages, on utilisait l'épinette comme bois pour la construction, pour la charpente, pour faire de la planche ou pour faire des madriers. Mais c'était pas un gros commerce. C'est vraiment les papetières qui ont hissé les forêts de la Mauricie, de la Nodière et des Laurentides au rang des ressources naturelles importantes dans les années 40, tu sais. Et si on revient au quotidien de ces hommes-là, de ces draveurs-là, j'imagine qu'ils ne retournaient pas à la maison à chaque soir. Ils partaient pendant plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois. Quelles étaient les conditions de campement de ces hommes-là? C'était des conditions, je vous dirais, inhumaines. Autant pour les bûcherons, dans les camps, on a amélioré les conditions pour les attirer. Par exemple, Gaspard Coutu, un draveur sur la rivière l'Assomption, disait qu'un matin, il dormait dans des tentes de toile, pas de plancher, là. Il dormait sur le sol. Il se mettait des branches là, au sol, des branches de sapin sur le sol. Puis il dormait avec des couvertures de laine, mais qui absorbaient l'humidité. Ça ne séchait pas vraiment d'une journée à l'autre. Et il y a un matin, il s'était levé les pieds dans la neige. Mais il était habillé en bottes, là, en petites bottes de cuir pour aller faire la drave. Sur la Matawan, entre autres, les gars devaient transporter, déménager leur campement tous les 2 ou 3 jours. Donc, dans la journée, ils remontaient à la tente où un cuisinier les attendait puis faisait une cuisine très rustique. Dans d'autres secteurs, comme en Mauricie, dans le bout de Casey, au nord de la Tuque, ben là, les gars pouvaient, s'il y avait des camps qui avaient servi pour les bûcherons pendant l'hiver, pouvaient, sur la drave, utiliser ces mêmes camps. Donc là, ils étaient mieux logés. Il y avait des lits, puis il y avait une cuisine qui pouvait ressembler à celle des chantiers. Il n'y avait pas de vêtements imperméables. On parle de 1930, 1940, 1920. Donc, c'était des vêtements en laine. Imaginez-vous que ça ne séchait pas d'une journée à l'autre, là. Monsieur Aumont me racontait qu'un matin, il pleuvait à 6h30, puis il a plu jusqu'au soir à 6h30. Ils ont travaillé 12 heures à la pluie. Ben, je dis, vos vêtements séchaient comment? Ben, il dit, ça séchait pas trop, là. Ça séchait pas vraiment. C'est ça qui est incroyable. Les bûcherons, je comprends leur espoir, leur enthousiasme à gagner de l'argent parce que les gens avaient besoin d'argent comptant. Mais les draveurs, là, il fallait vraiment qu'ils aient le goût de travailler, qu'ils aient besoin d'argent. Je pense qu'on peut parler de pauvreté. C'est qu'on avait une agriculture, la Matawini, au nord de Joliette, là, la section de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Saint-Émilie, Saint-Côme, c'est le nord de la région de la Nodière, était surnommée la Matawini, terre de roche. L'agriculture suffisait à peine à nourrir la famille. On avait une agriculture partout, presque partout au Québec, dans les Laurentides, en Matawini, en Mauricie. On avait une agriculture d'autosuffisance. On cultivait des légumes racines pour en garder l'hiver, on gardait un peu d'animaux, on gardait quelques poules,
pour les œufs, on avait 1 ou 2 vaches pour le lait, on faisait son beurre dans les villages, on faisait le fromage dans les villages, on faisait du troc entre voisins quand on tuait une bête. Mais on n'avait pas d'argent sonnant et les familles de draveurs que j'ai rencontrées, plusieurs, il y avait chez les Thériault 8 garçons, chez les Robillards 8 garçons, les Beaulieu, même chose. C'était des grosses familles de 10, 12 enfants. Donc, la terre revenait au plus vieux des fils habituellement, mais n'était pas vraiment bonne pour plus que 3 générations. Après 3 générations, il n'y avait plus de bois sur la terre, ou à peine. Puis au niveau de l'agriculture, les rendements étaient très faibles. Puis des fois, j'ai entendu dire, oui, mais les gars ne savaient pas cultiver. Non, 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 non. On ne peut pas cultiver. La terre arable est tellement mince à Saint-Émilie, là. On est sur de la roche, sur du cap de roche. C'est le cèdre qui pousse en montagne. Et c'est souvent très escarpé. La surface de terre à cultiver est très petite aussi, là. Donc, les gens avaient besoin d'argent sonnant, ce que leur offraient les camps de bûcherons. Donc, le père partait avec 5, 6 garçons, puis il revenait avec de l'argent pour des accouchements, pour des enterrements, pour payer un médecin, pour réparer des bâtiments, construire une maison ou même faire étudier leurs enfants. Donc, on avait besoin d'argent. Mais sur la drave, c'est la même chose. Le père avait besoin d'argent liquide. Il n'y a pas personne qui disait non là, à cet argent-là et les draveurs étaient quand même bien payés. Dans le fond, votre père, à vous, a été draveur. Alors, j'imagine que vous avez pu l'observer à l'œuvre, peut-être pas sur place, mais vous avez parlé avec lui, vous avez discuté de son expérience? Mon père, c'est drôle parce que il a travaillé comme bûcheron pendant 22 ans. Et ça, il en parle avec enthousiasme et avec fierté. La drave, il dit, moi, je n'étais pas un draveur. Mais papa, tu as fait la drave? Oui, un été, en Haute-Mauricie, de Casey jusqu'à la rivière Ruban, jusqu'au Saint-Maurice. Il a travaillé du mois d'avril jusqu'au 18 juillet, le jour de sa fête, il avait 20 ans. Il dit, j'ai démissionné là. Je n'avais assez, il n'était plus capable. Et je l'ai fait parler, il raconte toute son expérience, puis il a une mémoire phénoménale. Mais il dit toujours, moi, je n'étais pas un draveur de métier. Et c'est drôle parce que j'ai rencontré plein d'autres messieurs à Saint-Émilie qui ont fait la drave, mais locale, 2, 3 semaines sur la rivière Noire, sur le cric à David. Ils dravaient le bois pour aller au moulin à scie du village. Eux aussi me disent, non, non, moi, je n'étais pas un draveur. Je faisais ça de même entre deux emplois l'hiver. Tu sais, je travaillais comme bûcheron, je faisais un petit 2, 3 semaines sur la drave locale. Puis l'été, je travaillais comme guide pour la pêche ou je travaillais au moulin à scie ou faisais d'autres choses. Mais ces gens-là, ils disent pas qu'ils étaient des vrais draveurs. Les vrais draveurs, c'était ceux qui, comme les Thériault de Saint-Côme, les Gouget de Saint-Michel, M. Lépine de Saint-Émilie, qui d'une année à l'autre redonnait son nom aux grandes compagnies et qui partaient pour des 12 semaines, des 3 mois sur la drave. Les Hauts-Monts, entre autres, étaient des familles de draveurs de métier, là, avec une expertise qui plaisait aux compagnies, puis avec une prudence aussi. M. Thériault se vantait de dire « J'ai jamais perdu un homme », mais il était sévère sur la discipline. Les draveurs, ils n'allaient pas fêter le soir, ils n'allaient pas prendre un coup à la taverne, comme j'ai lu à Ottawa. Il n'y avait pas le choix. Le soir, on se repose, puis le lendemain, on recommence, puis il faut être vraiment bien alerte et réveillé. Dans le fond, pour écrire votre livre, vous avez interviewé, j'imagine, d'autres draveurs, comme vous dites, et vous parlez aussi souvent de M. Salomon Lépine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui il était? M. Salomon Lépine, c'était un être tellement attachant. Je l'ai rencontré dans les années 82. Au moins 3 reprises, je l'écoutais des heures et des heures. C'était un monsieur qui avait beaucoup de culture, très doux, un tout petit monsieur, tout mince, pas grand, alerte. Lui est allé aux États-Unis, comme plein de Québécois. Il y a des villages, le tiers de certains villages où les gens quittaient
Comme je vous disais tantôt, les terres ne produisaient pas. Donc, pour avoir de l'argent, avant que les papetières offrent des emplois, comme bûcherons et draveurs, les gens avaient quitté le Québec pour s'installer aux États-Unis, dans les factories qu'ils appellent les usines de coton, de souliers, de vêtements, dans le bout de Lowell, Burlington, jusqu'à Boston. Il y a plein de Québécois qui sont revenus, d'autres ne sont jamais revenus. Monsieur Lépine était revenu après plusieurs années aux États-Unis. Il était revenu s'installer à Saint-Émilie et avait commencé à faire la drave sur la rivière Matawan. Mais lui, pour lui, c'était comme une religion. Quand il a été plus vieux, ben là, il faisait la drave locale, ce qui était beaucoup moins dangereux. Lui, il me dit, pour la drave locale, puis il me disait ça en riant, avec une pôle de drave, là, avec le grand bâton, un peu comme un sauteur de saut à la perche, il dit, je pouvais traverser la rivière. Mais la Matawan, il dit, je me fiais aux anciens, aux gougés. Puis monsieur Lépine lisait le journal. Il était abonné au Devoir tous les jours. C'était un homme qui était cultivé. Mais la drave, il a aimé ça, beaucoup. Il a trouvé ça dur. Il connaissait de mémoire chaque rapide, les 32 rapides de la Matawan, puis il m'a parlé de chacun des rapides. À tel rapide, il y a eu un accident. Il y a 3 gars qui sont tombés à l'eau. Il y en a un qu'on a retrouvé à cause de sa petite cope, qui est une petite tasse en bois sculptée qui était attachée à sa ceinture, puis ils l'ont trouvé dans le bord des branches. Il y en a un qui ont retiré de l'eau, puis l'autre, ils ne l'ont jamais retrouvé, le 3e. Ces souvenirs étaient tellement clairs dans sa tête. Au Yokobeu, on entendait le bruit, là. Pourquoi on l'a appelé de même, le Yokobeu? Parce qu'il dit c'était comme un bœuf que tu entends, ouh, tu l'entendais, là, gronder. À telle autre place, il dit, là, la rivière, elle se divisait en 2, là. Puis là, il dit, tu avais un chenal du rat, c'est-à-dire que tu pouvais passer dans les branches au lieu de prendre directement la rivière, puis revenir défaire la jam. Bien là, sur le coup, tu te dis toujours, je dois vérifier si ces dires sont exacts. Mais là, dans les années 80, j'ai eu la chance de pouvoir contre-vérifier, de vérifier avec plein d'autres personnes, et nulle part il a été contredit. Je réalise qu'il y a des métiers comme être draveur, c'est des métiers aventureux et risqués comme il s'en fait plus aujourd'hui. C'était dans le fond les derniers métiers aussi risqués et aventureux. Je pense que oui, c'est vraiment un sport extrême, là. Actuellement, il y a des jeunes qui font du sport extrême en vélo de montagne ou avec des planches à neige. Je pense que c'est cette adrénaline-là peut-être qu'ils cherchent. Mais c'est pas un métier, ils font ça pour le plaisir. Et je crois qu'ils dorment au sec le soir. Oui, avec des vêtements très chauds maintenant qui leur permettent d'être confortables et bien au sec. En terminant, dans votre livre, vous parlez beaucoup du réservoir Taureau. Vous dites que sa construction a entraîné la disparition d'un village, Saint-Ignace-du-Lac. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance du réservoir Taureau à l'époque de la drave? C'est qu'avant d'avoir le réservoir Taureau, il y avait 4 ou 5 lacs dans le secteur. En créant le réservoir Taureau, mais il y a eu d'autres réservoirs aussi, le réservoir du Rapide Blanc, le réservoir Gouin en Haute-Mauricie, mais tous ces réservoirs-là étaient construits pour alimenter les compagnies productrices d'électricité. Donc, ils ont dû négocier des ententes entre la compagnie d'électricité et les papetières pour permettre l'ouverture des barrages. C'était beaucoup d'attention. Parce que le barrage du Taureau, là, il y a 45 km de long. Ça a complètement fait disparaître le village de Saint-Ignace-du-Lac, qui était plus grand que Saint-Michel à l'époque. C'est des centaines de personnes qui ont dû quitter pour être relocalisées ailleurs. On leur a donné des terres en Abitibi. Plusieurs sont partis dans le bout de l'Abitibi. D'autres qui ont préféré s'installer près de leur famille à Saint-Michel, Saint-Émilie ou dans Lanaudière. Il y a un monsieur Gilles Rivet qui a fait un travail d'archives intéressant sur la disparition du village de Saint-Ignace. C'est drôle parce qu'il y a
des rumeurs, c'est quasiment une légende. Il y en a qui disent on voit l'église dans le fond du lac, mais non. L'église était sur ce qu'on appelle l'île du village. Les fondations de l'église sont encore visibles. Je suis allée les voir l'an passé. On les voit. L'église n'a jamais été inondée, ni le cimetière. Et puis, le barrage du Taureau, en créant le barrage, ça fait plusieurs baies. Ça exigeait que les compagnies de draps, que la papetière, s'organisent. Parce que pour prendre 100 000 cordes de bois à l'extrémité du barrage, puis traverser 45 km quand il n'y a pas de vent, les gars devaient prendre les draveurs, les billots, encercler ça avec des bombes, c'est des pièces de bois avec des chaînes. Et là, ben, la compagnie a dû acheter un énorme bateau très fort qui pouvait tirer, il appelait ça le Montréal-Taureau, qui pouvait tirer cette quantité de bois-là jusqu'au barrage. Et au barrage, on envoyait les pitounes dans la porte de débordement du barrage. Et là, ben, on reprenait le bateau, on remontait le lac Taureau, puis on retournait dans une autre baie, on reprendre une grande quantité de bois. Ça pouvait prendre 2-3 jours traverser le lac, des fois plus, avec une quantité énorme de bois. Et là, il y avait deux types de draveurs. Il y avait ceux qui étaient sur l'eau, soit dans ces gros bateaux-là, ou dans des barges, qui pouvaient marcher sur les bombes, les billots qui étaient attachés, là, qui retenaient la pitoune. Et on avait les hurlots. Les hurlots, ce sont les gars qui restaient, eux, toujours sur la rive. Ils n'allaient pas sur l'eau. Ils mettaient, eux, les billots qui étaient soit à cause d'un grand vent qui avait volé sur la rive ou qui avait tout simplement oublié dans le bord des branches, coincés par une roche ou un arbre. Avec une gaffe, ils repoussaient, eux autres, les pitounes dans le courant. Et donc aujourd'hui, c'est terminé. Tous ces billots-là sont transportés naturellement par des camions. En quelle année environ ça s'est terminé, le métier de draveur, savez-vous? Vers 1980, OK. la drave a été interdite sur plusieurs rivières. Les riverains se plaignaient, les groupes environnementaux, aussi les Autochtones. Les Premières Nations n'avaient plus accès aux rivières pour la pêche. Ça a créé énormément de problèmes au niveau écologique. Donc, dans les années 80, c'est arrêté presque partout, mais entre autres sur le Taureau, sur la Matawan. Par contre, sur le Saint-Maurice, les papetières avaient... oui, mais ils disaient au gouvernement, si vous n'avez pas les routes qui nous permettent d'acheminer tout le bois jusqu'aux papetières, ça va défoncer vos chemins. En tout cas, sur le Saint-Maurice, la drave a arrêté vraiment en 1995. On parle de ça, ça a l'air d'une autre époque, ça a l'air loin, là, mais ça fait à peine 20 ans, 25 ans. Donc, je vous remercie énormément de nous avoir parlé du métier de draveur. Merci, Madame Beaudoin. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Au revoir.